Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine NCI 360. Depuis le 24 février, date à laquelle la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, les regards du monde entier sont tournés vers ces deux pays. Ce conflit met en lumière deux blocs. D'un côté, la Russie et ses alliés. D'un autre côté, le camp dit occidental avec l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis. Quels sont les enjeux de cette crise? Quelles sont les conséquences de ce conflit? C'est le thème que nous aborderons ce soir en première partie d'émission. En seconde partie, nous parlerons de la phase 5 du dialogue politique. Le rapport final est disponible. Il a été signé ce vendredi par les partis politiques. Alors, pour cette première partie, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Jobs von Kichmann. J'ai réussi. Parfait. D'accord. L'ambassadeur de l'Union européenne dans notre pays. Bonsoir, Excellence, et merci d'être avec nous. Juste à côté de vous, nous avons Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'NCI 360. Et avec vous, pour décrypter cette thématique, nous avons Valentin Bungain, qui est journaliste, spécialiste des questions internationales. Bonsoir, Valentin. Bonsoir, Evelyne. Et juste à côté de Valentin, on a Dr Bangali Gédéon, professeur, laissez-moi juste retrouver mes notes, voilà, historien des relations internationales, enseignant-chercheur à l'université Laure-Union-Guédé de Daloa. Tout à fait. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. D'accord. Et puis Atu Banga, qui n'est plus à présenter, historien, analyste politique. Bonsoir Atu. Salut Evelyne. Et merci d'être là. On connaît tous le sujet qui nous réunit. On va aller avec ce reportage de Pierre Dipomelin, car le porte-parole du ministère russe a annoncé ce soir que tous les avions ukrainiens ont pratiquement été détruits. Suivons ensemble ce reportage et on en parle juste après. L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe a atteint une phase critique. Le porte-parole du ministère russe de la Défense affirme que pratiquement tous les avions ukrainiens prêts au combat ont été détruits. Les forces armées russes ont frappé l'infrastructure militaire ukrainienne. Le 6 mars, des armes à longue portée de haute précision ont mis hors de service un aérodrome des forces aériennes ukrainiennes à Vinnytsia. Au total, 11 avions de combat et 2 hélicoptères ont été perdus par les forces aériennes ukrainiennes hier. Pratiquement tous les avions du régime de Kiev prêts au combat ont été détruits. Dans le cadre de la tâche de démilitarisation de l'Ukraine, les forces armées russes cibleront les entreprises de l'industrie de la défense ukrainienne avec des armes de haute précision. Afin d'éviter de mettre en danger la vie des employés des entreprises de l'industrie de la défense ukrainienne, nous prévenons des frappes prévues contre ces installations. L'Ukraine, où des militaires russes interviennent depuis le 24 février, exhorte les pays occidentaux à mettre en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son territoire. Une demande rejetée par l'OTAN qui y voit un grand risque de confrontation directe avec Moscou. La Russie a par ailleurs mis en garde les pays voisins de l'Ukraine contre l'accueil d'avions de combat de Kiev qui seraient ensuite utilisés contre les forces de Moscou, mettant nommément en cause la Roumanie en État membre de l'OTAN. Messieurs les ambassadeurs, je vais commencer par vous. Comment se présente la situation en Ukraine aujourd'hui? Nous sommes à plus de 10 jours après l'invasion russe. Ambassadeur de l'Union européenne. Mais vous avez vu un peu les images. Je crois que c'est assez désastreux. Je crois que personne de notre côté veut une guerre. C'est une guerre qui a lieu, une invasion d'un pays souverain. Et vous avez vu les images, il y a des milliers de gens qui perdent leur vie. C'est une vague de gens qui fuient, qui sont obligés de fuir leur pays pour aller vers les pays voisins comme la Pologne, la Roumanie et les autres pays riverains. Donc c'est extrêmement triste, et si je peux parler personnellement, je voudrais bien que ça s'arrête parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en Europe depuis très très longtemps et on ne s'entendait pas et donc je n'ai pas des mots pour décrire les drames qui se déroulent en Ukraine actuellement. Richard Bell, quel est le bilan à votre niveau? Quel bilan faites-vous de cette situation en Ukraine?
Je crois qu'il y a 2 points essentiels. Lesquels? Le premier, c'est que personne ne menace la Russie. Depuis 30 ans que l'Union soviétique s'est effondrée, personne, ni les États-Unis, ni l'OTAN, ni personne, n'a jamais tenté, ni même menacé de tenter de faire à la Russie ce que la Russie est en train de faire à l'Ukraine. Et les Russes le savent. Ils savent que l'OTAN est une alliance défensive qui n'est ni équipée ni positionnée pour attaquer la Russie. Et ils devraient savoir que les pays de l'OTAN ne s'intéressent pas du tout à la guerre, ils s'intéressent à la paix, à la stabilité, ce qui permet la prospérité. Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point essentiel, c'est que le comportement de Poutine est typique du comportement à travers le monde pendant des milliers d'années, jusque dans les années 1940. Un chef puissant essaye de se créer un empire par la conquête. Mais depuis les années 1940, il y a l'Organisation des Nations Unies, et depuis la décolonisation, presque le monde entier fait partie des Nations Unies sous forme d'États souverains. Et la Charte des Nations Unies interdit les guerres de conquête. Donc, l'enjeu, c'est bien de ne pas retourner en arrière à la période que le monde a connue pendant des siècles, pendant des millénaires, jusque dans les années 1940. Et ce qui a changé dans les années 1940, c'est que le pays le plus puissant au monde, les États-Unis d'Amérique, a pris le leadership pour créer cette structure plus multilatéraliste que le monde ait jamais vue auparavant. Et ça a permis la longue paix. OK. D'accord. Merci pour cet éclairage. On va revenir sur le contexte même de ce conflit. Et certainement que je donnerai la parole aux autres invités. J'aimerais juste préciser aux téléspectateurs qui nous suivent que vous avez la possibilité d'appeler pour donner votre avis ou poser une question sur cette thématique. Et la deuxième précision, c'est que l'ambassadeur de la Russie a bien été approché par nous et il sera notre invité le dimanche prochain sur le même thème. Alors, messieurs les ambassadeurs, je vais rester avec vous juste pour nous permettre de comprendre le contexte de cette crise, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. À quoi assistons-nous? À une guerre d'influence entre le camp occidental et la Russie? Quelle est la situation en Ukraine? C'est quoi le contexte de ce conflit? Il faut déjà voir de quoi on parle, parce qu'il y avait beaucoup de discussions de dire... Est-ce que l'OTAN a provoqué la Russie? Est-ce qu'à un moment donné, quand le mur est tombé à Berlin, il y avait une promesse de ne pas élargir? Honnêtement, pour moi, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Parce que l'Ukraine est un pays souverain. Donc c'est comme si vous avez 2 parents et ils sont un enfant. À la limite, si c'est un bébé, les 2 parents vont décider ce qu'on va faire, qui va s'occuper des bébés. Et peut-être la maman va dire, c'est moi qui ai donné naissance, c'est moi. Mais on n'est pas là. On n'est pas dans la chanson de Tikincha, partageons le monde, tu me donnes l'Afghanistan, je prends le Pakistan. On n'est pas là. L'Ukraine est un pays souverain. C'est un enfant de 35 ans qui a le droit de décider ce qu'il veut faire. Et cette Ukraine, si elle décide de dire, mais nous, on veut être avec la Russie, mais c'est leur décision. Si ce pays décide, mais nous, on veut être avec l'Union européenne, c'est leur décision. C'est comme s'il y avait le Brexit et on aurait envahi l'Angleterre. Ou si le Ghana décide, parce que c'est un peuple à Caen, mais il y a des Akans en Côte d'Ivoire, on va prendre la Côte d'Ivoire. Il faut bien s'imaginer ça. C'est un pays souverain qui peut prendre les décisions sur son territoire, ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent s'orienter. Et ce n'est pas pour les autres de décider pour eux. D'accord, on a bien compris. Valentin Mbongeng, vous êtes journaliste, spécialiste des questions internationales et vous avez beaucoup travaillé sur ces thématiques-là. Quel est le contexte de cette crise en Ukraine? Est-ce que vous partagez l'avis de l'ambassadeur de l'Union européenne ou est-ce qu'on fait face à une guerre d'influence? Bon, disons que, pour dire vrai, il y a, par rapport aux questions de contexte, il y a justement cette question de l'OTAN qui revient à chaque fois. C'est les tentatives d'expansion de l'OTAN plus à l'est qui froissent Moscou, parce que la Russie estime que son voisinage immédiat est essentiel pour sa sécurité.
Est-ce que la Russie a le droit de le faire? L'ambassadeur évoquait tout à l'heure le fait que l'Ukraine, c'est un enfant de 35 ans, un pays souverain qui a tout à fait le droit de choisir avec qui elle veut s'allier. Eh bien, la Russie aussi, c'est un pays souverain qui estime que elle ne peut pas, donc, elle, la Russie, laisser se développer à ses frontières peut-être un pouvoir qui pourrait être dangereux pour sa sécurité. Je parle du point de vue russe. C'est comme ça que la Russie fonctionne, en se disant que mais pourquoi est-ce que l'OTAN persiste alors que la guerre froide est terminée? On se pose tous des questions. Pourquoi? Quel est le bien fondé de l'OTAN aujourd'hui, alors que la guerre froide qui l'avait motivée à la fin des années 40 est terminée? Alors pourquoi? Alors que l'OTAN aussi avait été créée à l'époque, c'était pour contrer l'Union soviétique d'alors, dont le pivot était bien sûr la Russie. Donc la Russie est encore dans le schéma de se demander est-ce que la persistance de l'OTAN et est-ce que son idée de s'étendre davantage vers ses frontières n'est pas une réminiscence de la guerre froide. Je pense qu'il y a ce contexte qu'il ne faut pas oublier. Et bien sûr, autour de ce contexte, il y a d'autres enjeux qui se greffent. Il y a les Européens qui aimeraient bien donc, avoir la même mise aussi sur leur sécurité en Europe, parce que ça aussi, c'est un débat. Pendant longtemps, l'Europe de la sécurité a été une Europe un peu factice, avec l'impossibilité d'avoir une armée européenne. L'Europe a parfois abandonné donc, ses compétences de sécurité aux États-Unis. On a parfois senti comme des frictions entre les États-Unis et l'Europe au sujet donc, de la sécurité de l'Europe. Donc tout ceci a peut-être favorisé donc, le fait que Poutine estime que le moment est peut-être venu pour lui de pouvoir également avec son enjeu caché, hein, qui est de redevenir une grande puissance militaire, un rôle qu'elle a perdu donc, après le démantèlement du bloc communiste. Très bien. Alors, je me tourne vers vous. Vous êtes historien des relations internationales, Bangali. Est-ce que finalement, cette position russe n'est pas légitimée quelque part avec tout ce qu'on vient d'entendre sur ce plateau? Est-ce que la Russie est dans une position légitime de dire « je veux protéger mon territoire, je veux protéger ma population » ? La position de la Russie ne se justifie pas malheureusement. Parce que c'est vrai que les Russes brandissent la promesse qui aurait été faite par l'ancien secrétaire d'État américain James Baker à Gorbatchev lors d'une rencontre le 9 février 1990, disant que les États-Unis et l'OTAN s'engageaient à ne pas progresser vers l'Est. Mais il se trouve que dans le processus d'intégration des pays baltes à l'OTAN, la Russie a été associée aux négociations. Donc, vous ne pouvez pas prendre aujourd'hui cela comme argument, même si on vous a fait cette promesse verbale, mais après, à partir du moment où vous avez été associé aux négociations d'intégration, il est évident que ça ne peut pas tenir. Mais en même temps, il ne s'agit pas uniquement dans la situation en Ukraine de condamner la Russie. Si on se limite aujourd'hui à condamner l'attitude de la Russie, on passe à côté, je dirais, d'un tournant important. Quel est ce tournant important? C'est qu'aujourd'hui, la crise qu'il y a en Ukraine, elle doit être perçue comme une conséquence et non la cause. La guerre en elle-même est, si vous voulez, l'aboutissement d'une somme de causes en amont qu'il faut rechercher notamment dans la décision de l'OTAN de reformer sa doctrine stratégique. Alors, nous sommes en 2006, au sommet de Riga en Lettonie. L'OTAN décide de sortir en quelque sorte de sa zone historique et donc de mettre en place une nouvelle doctrine qu'ils ont appelée l'OTAN globale. Donc, il ne s'agira plus pour l'OTAN de se limiter au partenariat avec l'Europe occidentale, mais il s'agit pour l'OTAN de créer une nouvelle génération de collaboration d'États partenaires. Par exemple, la Colombie, aux portes du Venezuela, est devenue un État partenaire en 2017. Vous avez le Japon, qui est hors de l'espace historique d'action de l'OTAN, qui devient un État partenaire, ainsi que l'Ukraine. Et l'Ukraine devient un État partenaire de l'OTAN à quel moment? Le président Zelensky a été élu dans le principe de réunifier le pays, d'engager des négociations avec la Russie. Quand il est arrivé, c'est ce qu'il s'est mis à faire. Alors, c'est vrai que du côté russe, il y avait cette difficulté à faire des concessions. Et donc, du fait de ce blocage-là, à chaque rencontre, c'est que le côté ukrainien a pu avoir, c'est soit des libérations de prisonniers, des bateaux qui avaient été arraisonnés dans la mer Noire, qui ont été relâchés. Et en échange, les Russes ont obtenu l'organisation d'élections dans la région du Donbass. Et cela a été interprété finalement par les Ukrainiens, la population ukrainienne, comme un manque, je dirais, d'expérience du président qui est novice en quelque chose en politique. Et donc, à l'intérieur, il a commencé à avoir des manifestations, des marches. Et donc, la situation de négociation est entrée dans un blocage.
disons, avant l'été 2020. Et c'est en ce moment-là, au moment où les négociations sont dans une situation de blocage, que l'OTAN décide d'attribuer le statut d'État partenaire à l'Ukraine. Et il va s'en suivre, quelques mois après, des manœuvres communes, OTAN-Ukraine, dans la mer, non seulement dans la mer Noire, mais dans aussi la région occidentale de l'Ukraine. Et finalement, la Russie va, disons, interpréter cela comme une menace. Et aujourd'hui, pourquoi c'est important de ne pas se limiter à la réaction russe? Parce que nous sommes aujourd'hui dans, si on considère la doctrine d'OTAN globale, également l'agenda 2030 de l'OTAN, nous sommes dans une dynamique d'expansion extraterritoriale de l'OTAN. Et de la même façon qu'aujourd'hui, dans le cas de l'Ukraine, cette dynamique d'expansion se trouve confrontée à la Russie, eh bien, si on ne règle pas le problème à la base, on va se retrouver dans le même scénario, certainement avec la Chine et Taïwan, avec la Colombie et ainsi de suite. On vous a bien compris. Achu Banga, qui est très impatient de donner son avis sur cette première partie. Non, moi, d'abord, moi, personnellement, je suis très démocrate. Et je pense que c'est à un peuple que revient la décision de ce qu'il fait. Okay. Donc, je suis tout à fait d'accord que c'est aux Ukrainiens que revient à décider ce que l'Ukraine fera. D'autant plus que, et Bangali lui soutient bien, Zelensky, l'élection de Zelensky, c'est le ras-bol des Ukrainiens face à leur classe politique. Ouais. Le monsieur, en 2 ans, il gagne les élections. Il gagne les élections sur 2 engagements. Un, discuter du Donbass. Et il le fait. Zelensky passe 2 années d'élection à discuter du Donbass. Ça ne marche pas. Et 2, permettre aux Ukrainiens de choisir ce qu'ils veulent choisir. Et aujourd'hui, c'est clair, les Ukrainiens veulent choisir l'OTAN, mais c'est leur droit. Au nom de quoi un autre pays va le leur empêcher? Néanmoins, j'aimerais préciser quelque chose sur 2006. Mais déjà, la fin de la guerre froide, d'abord, on va demander aux ambassadeurs s'il y a promesse ou pas, mais déjà la fin de la guerre froide modifie la géopolitique mondiale, déjà par le traité de Maastricht. L'Union européenne elle-même ne s'arrête plus aux pays occidentaux. L'Union européenne s'élargit de 15 à 27 pays aujourd'hui. Voilà. Et des pays comme la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Roumanie sont des pays de l'OTAN. Jamais ils n'ont menacé l'Union soviétique. Cela dit, je peux comprendre une chose. Je peux comprendre le souci de sécurité des Russes. De la Russie. De la Russie. Ça, on ne peut pas le rejeter du revers de la main. Et donc, ça me pose à poser une question à l'ambassadeur américain. Est-ce que vous comprenez ce souci de sécurité des Russes? Est-ce que vous comprenez que face à une expansion de l'OTAN, la Russie de Poutine se sente menacée? Et quelle garantie vous avez donné dans les discussions? Parce qu'il y a 2 mois de discussion, qui n'étaient pas que sur l'Ukraine, qui était aussi sur la position de missiles en Europe, etc. Quelle garantie les Russes ont pu avoir pour être sûrs que l'éventuelle entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ne sera pas une menace pour la Russie? Merci Achu Banga. Ouais, vous pouvez répondre. La Russie est un grand pays doté d'armes nucléaires. La Russie sait pertinemment que l'OTAN n'a aucun intérêt à menacer la Russie et l'OTAN n'a jamais menacé la Russie. Je répète, depuis 30 ans que l'Union soviétique s'est effondrée, jamais, ni les États-Unis, ni l'OTAN, ni personne n'a tenté, ni même menacé de tenter de faire à la Russie ce que la Russie est en train de faire à l'Ukraine. C'est une guerre d'agression pure et simple, mais qui est typique du monde d'avant les années 1940. Un grand chef puissant décide de se créer un empire par la conquête. Mais la Charte des Nations Unies dit non, ce n'est plus acceptable. L'enjeu, c'est clair, et c'est pour le monde entier. Est-ce que nous allons réaffirmer la norme, que les guerres de conquête, c'est fini, ou est-ce que cette violation va entraîner la destruction de la norme? C'est ça l'enjeu pour le monde entier, parce que les pays puissants pourront se défendre, mais les pays faibles, qu'est-ce qui va leur arriver à eux? Voilà l'enjeu. Ça on l'a bien compris, mais en même temps, il y a la Russie qui dit « moi, j'ai besoin de me protéger, de protéger ma population, je me sens menacée ». Est-ce que ça, c'est un discours qui a été entendu du côté de l'Union européenne ou des États-Unis? Et cet temps se poserait la question de savoir pourquoi faire de la Russie un ennemi aujourd'hui quand on sait que la Russie était plus ou moins un allié, était un peu proche de l'Union européenne ou par exemple des États-Unis. Bon, je vais laisser oui, Jobst parler, mais d'abord,
un petit commentaire, si vous permettez. Oui. L'administration Biden a offert de négocier avec la Russie sur plusieurs points d'ordre pratique pour renforcer le sentiment de sécurité. Parce qu'il y a la sécurité physique, est-ce qu'on est menacé ou non? Et puis il y a le sentiment, est-ce qu'on se sent en sécurité? Et il y a des mesures que les États-Unis et l'OTAN seraient disposés à prendre pour rassurer. Ça, c'est plutôt des mesures de rassurance. Et il est évident... Et quelles mesures, par exemple? C'est ça la question d'Arthur. Il y a des tas de choses qui peuvent être négociées. On peut avoir un exemple de... Je ne fais pas partie de l'équipe des négociateurs, mais il est évident que nous avons tous un intérêt à ce qu'aucun grand pays puissant ne se sente menacé. On ne veut pas que la Russie se sente menacée. On ne menace pas la Russie, mais on veut aussi que la Russie se sente rassurée qu'on ne la menace pas. Mais l'Europe est juste à côté, les États-Unis sont plus loin, alors je cède la parole. Mais je comprends forcément qu'on a toujours un besoin de sécurité. Donc, je crois que tout le monde a un besoin de sécurité. Mais après, ça dépend ce qu'on fait après. Si on dit, bah, je me sens un peu menacé, donc je vais prendre ces pays-là, c'est peut-être pas la bonne approche. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je reviens à ça. Si l'Ukraine aujourd'hui avait décidé de dire, mais nous, on veut être avec la Russie dans un contexte Eurasie ou autre, mais qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, mais maintenant, on va faire une invasion de l'Ukraine. Jamais. Parce que l'OTAN, comme Eric a bien dit, l'OTAN n'a pas comme vocation de conquérir le pays. Jamais eu. Et ça ne s'est jamais passé, d'ailleurs. Donc, après, je voudrais revenir à ce que vous avez dit sur une promesse, pas une promesse. Vous faites référence à 1990. Tout à fait. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a une promesse, pas une promesse? Mais est-ce que ça a une importance? Parce qu'en 1990, l'Union soviétique existait. Bien, parce que ça a pris fin en 1991. On était dans un processus de fin. Oui, on savait mais donc, l'Union européenne avait 12 pays. Donc, il faut bien voir, c'est un contexte complètement différent. Et je reviens à la souveraineté. Qu'est-ce que vous faites avec un État qui dit, moi, je veux être comme ça? Je veux être communiste, capitaliste. Je veux... Comment un autre pays peut dire non? Tu n'as pas le droit d'être comme ça. Et si tu ne changes pas, ben, on te prend avec force. Personne n'a le droit de faire ça. Et je crois ça, il faut bien se mettre dans la tête. C'est ça qui se passe actuellement avec l'Ukraine, qui a choisi un chemin pour l'avenir et on l'empêche de le prendre. C'est ça qui se passe. D'accord. Arthur, qui veut réagir? Vous empêchez de prendre. Vous soutenez l'Ukraine dans sa démarche, mais aujourd'hui, quels sont les effets de ce soutien? Parce que finalement, on a l'impression que les sanctions tant annoncées ne produisent pas leurs effets et n'arrivent pas à cesser la guerre. Est-ce qu'à partir de ce moment, il ne faut pas, pour la paix, réfléchir à une autre solution, éventuellement la neutralité de l'Ukraine sur la place pour la paix dans le monde? Parce que les sanctions tant annoncées depuis pratiquement 2 semaines n'arrivent pas à calmer la furie de Poutine, bien au contraire. Alors, au niveau de sanctions, la première chose, c'est est-ce que on fait quoi? Dans la constitution ukrainienne, vous avez l'objectif d'adhésion à l'OTAN. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous décidez de l'extérieur de changer la constitution ukrainienne, et bien ils ne vont plus à l'OTAN. C'est une architecture ouverte, l'OTAN. Quelqu'un peut demander de devenir membre de l'OTAN. C'est ouverte. Première chose. Après, au niveau des sanctions, nous, on a misé sur des sanctions essentiellement financières. Pourquoi? Parce qu'on veut empêcher, idéalement, on veut arriver à une situation où on n'arrive plus à financer cette guerre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bah, il faut voir, le rouble a perdu 42%. Hein. Mais Gazprom continue de vendre. Oui, mais il faut voir, on est à quoi? On est à même pas une semaine de sanctions. Après, l'Union européenne, par exemple, n'était pas d'accord de faire une zone, comment on appelle ça, no-fly zone. D'exclusion aérienne. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, c'est une confrontation directe avec la Russie. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué de trouver une balance entre réagir
mais pas surréagir non plus. Vous avez vu, le président Poutine a bien annoncé qu'il va mettre en alerte son arsenal nucléaire. Et est-ce que quelqu'un d'autre a fait quelque chose? Non, personne d'autre. Mais justement, parlons de cette zone d'exclusion aérienne refusée par l'OTAN, par l'Union européenne. Moi, je vais vous lire le message, le discours du président ukrainien. Les gens qui mourront à partir de maintenant mourront à cause de vous et de votre faiblesse. C'est le discours d'un homme qui se sent abandonné, qui se sent peut-être trahi. Est-ce que vous êtes en train ou est-ce que vous avez abandonné le président ukrainien? Alors, quand il s'engage dans ce conflit, il compte sur ses alliés qui, visiblement, ne sont pas en train de répondre dans le sens qu'il souhaite. Alors, le mot « allié » est un mot qui a une signification spécifique. D'accord. Les membres de l'OTAN sont des alliés. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. L'Ukraine n'est pas un allié de l'OTAN. Mais l'Ukraine, bénéficiaire de l'appui... l'OTAN a dit très clairement, depuis avant l'invasion russe, que l'OTAN n'allait pas aller en guerre en Ukraine. Établir une zone d'exclusion aérienne serait aller en guerre. Parce que si un avion russe se présentait, il faudrait l'abattre au-dessus de l'Ukraine. Et donc ce serait entrer en guerre. L'OTAN n'entre pas en guerre. L'OTAN appuie l'Ukraine, mais sans devenir un belligérant. Et ça renforce mon premier point tout à l'heure, que personne ne menace la Russie. Les sanctions, personne ne s'imaginait qu'elles allaient marcher du jour au lendemain, mais ce sont des sanctions jamais imposées auparavant, très très lourdes, qui ont déjà un impact considérable, et cet impact ne va que grandir dans les jours et les semaines à venir. Mais le but de ces sanctions n'est pas de détruire la Russie. Le but de ces sanctions, c'est de changer le comportement de la Russie, de changer la décision, le calcul de la Russie, qu'elle abandonne cette guerre d'agression qui n'a aucune raison d'être. Alors, qui va coûter très cher dans ces cas-là. Qui leur coûte très cher. Ma question, excusez-moi, aux ambassadeurs, c'est... Avant juste de vous permettre de poser votre question, je veux juste prendre un téléspectateur qui est en ligne et qui attend depuis. Monsieur Kwasi Paul, bonsoir. Vous nous appelez depuis Cocody et vous avez un avis sur le sujet. Oui, merci madame, merci messieurs les ambassadeurs pour cette occasion que vous nous donnez. En fait, c'est un commentaire qui va se terminer par une question aux deux ambassadeurs. Tout à l'heure, en les écoutant, j'ai eu l'impression qu'on était dans une forme un peu d'hypocrisie. Pourquoi je parle d'hypocrisie? Ils dénient d'une certaine façon le droit de la Russie de pouvoir d'éviter qu'il y ait, disons, un élargissement de l'OTAN à ses portes, pour ne pas que les missiles de l'OTAN soient aux portées de ses bases nucléaires. Et on a déjà vu ça dans le passé. En 62-63, la guerre de cochon avec Cuba, c'était exactement la même chose. Et les États-Unis ont refusé que la Russie pose ses bases nucléaires à Cuba. Ça a failli donner la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les Américains et les Occidentaux continuent, à chaque fois qu'Israël rentre dans les territoires occupés, dans les territoires palestiniens, ils appuient, ils ne condamnent pas, en utilisant le fait qu'Israël avait le droit d'assurer sa sécurité. Et les États-Unis les-mêmes, ils ont livré des guerres à des milliers de kilomètres de leurs frontières en indiquant également que c'était pour assurer leur sécurité. Donc, messieurs les ambassadeurs, pourquoi les Occidentaux peuvent assurer leur sécurité, leurs alliés peuvent assurer leur sécurité, mais vous déniez ce droit à la Russie? Merci pour votre question. Richard Bell, vous voulez répondre? Alors, merci de soulever ce point, parce que je sais que beaucoup de gens parlent de ça, et c'est vraiment important de comprendre la différence. C'est le contraste qui est illuminant. Aucune de nos interventions militaires n'a été une guerre de conquête,
mais plutôt des guerres de libération. Et la preuve, c'est que nous n'avons pas imposé les gouvernants de notre choix. Nous avons investi d'énormes ressources de nos contribuables au lieu de piller leurs ressources. Jusqu'à ce jour, le gouvernement de l'Irak est le fruit d'élections démocratiques, ce qui est rare dans le monde arabe. En Afghanistan, pendant les 20 années de notre présence, c'était les Afghans qui avaient le choix de leurs dirigeants, ce qui n'était pas le cas avant notre intervention. Et l'espérance de vie en Afghanistan a augmenté de plus de 8 ans dans les 20 années de notre présence. C'est différent, une intervention militaire pour libérer un peuple tyrannisé et une guerre de conquête. Nous n'avons jamais fait une guerre de conquête depuis l'existence des Nations Unies. Mais Poutine parle de dénazification aussi. Et de démilitarisation. Il parle de dénazification, vous avez parlé peut-être de... Alors, excusez-moi, la dénazification. Alors, il faut bien voir, déjà, c'est interdit, toute manifestation style nazi est interdite en Ukraine. Les extrêmes droites, ils sont à 0,7%. Ils parlent de quoi, exactement? Je ne comprends pas. Et Zelensky est juif. Zelensky est juif, de quoi? Donc, il parle de quoi exactement? Des milices Azov qui ont participé à la... Mais alors il parle de quoi? Parce qu'il a appelé les Ukrainiens drogués et nazis. Alors, sur quelle base? C'est peut-être la polémique, mais alors il n'y a vraiment aucun argument pour ça. Valentin Bougain qui avait une question. Oui, la question, bon, c'est vrai que l'auditeur tout à l'heure, ou le téléspectateur a posé une partie de la question, parce que ce qui revient généralement en filigrane, c'est qu'on dénie justement à la Russie le droit de pouvoir intervenir ailleurs pour assurer sa sécurité, alors que les pays occidentaux, en tête desquels les États-Unis, vont ailleurs également pour parfois des expéditions punitives à titre préventif. On voit tout cela notamment donc, au Moyen-Orient. Mais la question que je voulais leur adresser la plus précise est la suivante. L'OTAN a été créée au temps de la guerre froide face à l'ennemi soviétique. L'ennemi soviétique n'existe plus. La guerre froide aussi n'existe plus. Alors pourquoi l'OTAN existe toujours? Et c'est une question qui revient. Oui, alors, aujourd'hui, il est difficile de ne pas conclure que la seule raison pour laquelle les États baltes n'ont pas déjà été avalés par la Russie, c'est bien leur adhésion à l'OTAN. C'est-à-dire que ce n'est pas avec l'effondrement de l'Union soviétique que les tendances agressives russes ont disparu. Malheureusement, nous voyons que l'agressivité de la Russie de Poutine, ce n'est pas de la propagande occidentale, c'est une vérité triste et choquante qui écœure un grand nombre de Russes. Des milliers de Russes se sont déjà fait arrêter parce qu'ils ont eu le courage de protester contre cette guerre. Ouais. Regardons un peu l'ensemble, en fait. Les gens vont où? Là, il y a la guerre en Ukraine. Ils vont où? Ils vont en Russie ou ils vont en Europe? Mais ils vont en Europe, tous. 1, 2, les États membres de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'OTAN, comme la Finlande, par exemple, qui sont aujourd'hui, nous, on reste neutre, mais vous avez vu les sondages dans la population maintenant, mais tout le monde veut se rattacher à l'OTAN parce qu'ils commencent à avoir peur. Donc, je crois que l'effet de ce qui se passe actuellement, c'est l'effet tout à fait contraire de ce que peut-être le président Poutine souhaitait. C'est-à-dire, il pousse les gens plutôt à vouloir s'aligner avec l'OTAN et avec l'Union européenne. Oui, mais Excellence, il y a les Nations Unies qui sont là pour ça. Son Excellence, l'ambassadeur des États-Unis, l'a dit tout à l'heure, à juste titre que bon, depuis donc les années 45, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le monde ancien a prétendument disparu avec l'Organisation des Nations Unies qui est censée donc assurer la paix et la sécurité sur l'ensemble de la planète. Alors d'où vient-il que à côté des Nations Unies, qu'on crée d'autres organisations parallèles qui parfois agissent même plus que le mandat onusien? Merci beaucoup pour cette question. C'est très important de répondre. Allez-y. Les Nations Unies n'ont pas les moyens d'appliquer leurs propres décisions. Et pour qu'il y ait une décision concernant la paix et la sécurité, il faut qu'il y ait une résolution du Conseil de sécurité. Or, la Russie a un droit de veto au Conseil de sécurité. Les États-Unis aussi. Et les États-Unis aussi. Donc, il n'est pas difficile d'empêcher le Conseil de sécurité des Nations Unies d'agir. Mais même lorsque le Conseil de sécurité agit, il n'a pas les moyens de faire respecter ses décisions. L'OTAN est une alliance
militaire, défensive. Les Nations Unies ne sont pas une alliance militaire du tout. Mais est-ce que la Bangali, solution... je vais permettre à Bangali J'aimerais quand même réagir sur deux aspects de ce qui a été déjà dit. Alors, tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne a mis en avant, disons, le caractère sécuritaire pour les pays, les États baltes, de trouver refuge auprès de l'OTAN, également l'ambassadeur des États-Unis. L'impression qu'on a, c'est que chaque fois qu'on parle de l'OTAN, on a l'impression que finalement, l'OTAN sert plus les intérêts en termes de protection des pays européens. Alors qu'on a l'impression que le fait de, notamment le nouveau concept de l'OTAN global, c'est une façon finalement pour les États-Unis de contourner, comme vous l'avez dit, le dispositif démocratique de l'ONU. Parce que si aujourd'hui on critique le système du Conseil de sécurité avec l'obligation d'une unanimité avant d'entrer en action, on a l'impression que le fait de conserver l'OTAN, de chercher à déployer l'OTAN au-delà de sa région historique, on a l'impression que c'est une manière de contourner le dispositif démocratique de l'ONU. Et un tel réflexe venant des nations qui se disent démocratiques, on a l'impression, c'est le grand paradoxe, que les nations démocratiques veulent constituer une alliance en marge de l'ONU pour contourner le système démocratique de l'ONU. Excusez-moi, mais c'est incohérent. Les Nations Unies n'ont pas les moyens de faire appliquer leurs décisions, et s'il n'y a pas l'unanimité des membres permanents du Conseil de sécurité, les Nations Unies ne peuvent même pas prendre position. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte que les Nations Unies aient finalement les moyens de leur politique? Il y a un projet de réforme du fonctionnement de l'ONU. Là, on va très loin, mais actuellement, il y a l'OTAN qui a une alliance de défense. Et vous avez la Turquie qui est membre de l'OTAN. Absolument. Donc, vous avez des gens, de nouveau, des pays qui ont opté pour devenir membres d'une alliance qui existe. C'est pas ça, il faut bien voir. Personne ne les a forcés, personne ne les a poussés. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, nous avons des États membres qui ne veulent pas être ou qui ne voulaient pas être membres de l'OTAN. Et ça ne nous a jamais dérangés. D'accord, on ne va pas faire cette fixation sur l'OTAN, même si on estime que l'OTAN a un rôle important ou a joué un rôle important dans ce qui se passe. Là, si on essaie de se projeter dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le bloc occidental va faire face à cette position que tient Poutine? Qu'est-ce que vous prévoyez? Alors, si par exemple la Russie prend Kiev, rentre à Kiev, parce qu'on sait qu'ils sont à 20 km de Kiev selon les dernières informations reçues. Puisque personne ne menace la Russie, Poutine peut arrêter cette guerre quand il veut. Et l'OTAN ne va pas entrer en guerre en Ukraine. C'est très pénible pour nous de voir ce qui se passe en Ukraine et de ne pas intervenir, mais nous n'allons pas intervenir. Vous allez faire quoi? Non-assistance à peuple en danger. Vous allez faire quoi? Quand le président ukrainien parle de la faiblesse, il dit les morts, ce sera à cause de votre faiblesse. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de reconnaître la faiblesse, l'impuissance de l'OTAN? Ce n'est pas une impuissance, c'est une décision de ne pas intervenir, décision qui a été annoncée avant l'agression russe et qui souligne le fait que l'OTAN n'est pas une alliance agressive, qui n'a aucune intention agressive. Mais les sanctions extrêmement fortes de l'Europe, des États-Unis, et pas seulement l'Union européenne, il y a la Suisse, pays neutre, qui a pris une position très ferme, d'autres pays aussi. Tout ça, c'est pour essayer de changer le calcul de la Russie pour que la Russie cesse cette agression. C'est tout. Si la Russie cesse la guerre, il n'y aura plus de guerre. Si je suis bien ce que vous dites, donc il y aura une accentuation au niveau des sanctions. Ce soir, j'ai lu une intervention de Vladimir Poutine, un échange avec Emmanuel Macron, le président français. Il a dit « J'atteindrai mes objectifs en Ukraine, soit par la négociation, soit par la guerre. » Donc Poutine n'est pas fermé à la négociation. Mais on espère qu'il n'est pas fermé. Justement, c'est pour ça qu'on voudrait bien, et d'ailleurs, il y a plein de tentatives de continuer les dialogues. Je crois que ça continue quelque part. Mais de notre côté, comme l'ambassadeur a très bien dit, c'est complètement différent si la Russie attaque un membre de l'OTAN. Dans ces cas-là, c'est le mécanisme de l'OTAN qui s'active, l'article 5, je crois. Et donc, tous les États membres de l'OTAN vont être là pour défendre le territoire qui est menacé. Ce n'est pas le cas avec l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'OTAN. Mais qui a fait une demande, justement,
Qui est partenaire de nous. Qui est partenaire, mais qui a fait une demande pour rejoindre l'OTAN. Et tout le monde pensait que donc, ça allait se faire. Aujourd'hui, on avait une situation avec la Crimée en 2014 où on a contesté, mais on n'est pas allé plus loin. Et quelque part, on espérait que peut-être avec ça, ça s'est calme. Ça ne s'est pas calmé. Donc aujourd'hui, on fait face à une guerre. Et donc c'est pour ça aussi l'Union européenne, les Américains et d'autres ont pris des mesures beaucoup plus drastiques, dans le sens que mesures financières, où on pense que ça va faire très mal. Et d'ailleurs, vous voyez les résultats, ça fait très mal. C'est peut-être pas une guerre qu'on mène, parce qu'on ne veut pas mener cette guerre. Et on ne veut pas avoir une guerre avec la Russie, mais c'est des mesures qui peut-être aident aussi à continuer à dialoguer et ne pas simplement faire la guerre et prendre l'Ukraine. Allez-y. S'il vous plaît, personne ne pensait que l'Ukraine était sur le point d'adhérer à l'OTAN. L'Ukraine voudrait adhérer à l'OTAN. L'Ukraine a fait la demande. L'Ukraine aussi comptait sur vous. Ça, c'est une vérité. Tout le monde, y compris Poutine, savait pertinemment que l'Ukraine n'était pas sur le point de rejoindre l'OTAN. Sauf l'Ukraine, peut-être. Quand on regarde, quand on écoute le président ukrainien. Tout le monde sait que l'Ukraine souhaite, mais il faut que l'OTAN accepte aussi. Et l'Ukraine n'était pas prête d'être membre de l'OTAN. Et si, comme Arthur Banga l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'une solution négociée comprendrait la neutralité de l'Ukraine, là, il faut faire attention de ne pas récompenser l'agression. Donc, je crois qu'il faut espérer que la Russie va tout simplement tirer la bonne conclusion que c'est une guerre inutile, qui n'a aucune justification, qui est en train de faire beaucoup de mal à la Russie et à sa réputation à travers le monde. Merci à tous les États qui ont voté pour la résolution condamnant l'agression russe en Ukraine à l'Assemblée générale des Nations unies, 141-5, et la Côte d'Ivoire était parmi les 141. Merci pour cela. Merci pour la résolution adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève. La Côte d'Ivoire est pays membre et a voté pour l'intérêt ukrainien. Donc, peut-être que la Russie va tout simplement se raviser, c'est ce qu'on espère. Arthur Banga. Je vois qu'on est dans l'espoir. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez parlé des Nations Unies. Je me rappelle le super discours de Harry Truman pour faire adopter la Charte des Nations Unies au Congrès, où il est revenu sur la liberté, sur le modèle que c'est, cette liberté, qui fait d'abord, c'est-à-dire aujourd'hui, tant qu'un pays de l'OTAN n'est pas à sa... Vous pouvez avoir votre liberté mangée, bouffée par un adversaire, tant que ce n'est pas un pays de l'OTAN. L'OTAN n'intervient pas. L'OTAN n'interviendra pas. Vous ne trahissez pas un peu Truman, vous ne trahissez pas un peu les fondateurs de la liberté. Et je termine sur cette liberté, justement. Est-ce qu'on répond à l'obscurantisme par l'obscurantisme? Parce que j'ai vu que les chaînes russes sont interdites de diffusion en Europe. Est-ce que c'est la bonne réponse? Alors, je vais répondre à ça. Donc, commençons déjà avec toutes les chaînes indépendantes en Russie, parce qu'ils sont tous fermés maintenant. Il n'y en a plus de chaînes indépendantes en Russie. Oui, ça on est bien d'accord. Mais est-ce que vous faites la même chose? Mais est-ce qu'on fasse la réponse? Je vais y arriver. Vous avez toutes les manifestations en Russie qui sont brutalement, je crois qu'il y en a 5000 personnes à peu près, qui sont en prison. En Europe, il ne s'agit pas de chaînes russes ou il s'agit exactement de deux. C'est Sputnik et RT. Sputnik et RT, excusez-moi, sont pas c'est des outils de désinformation. Et on le sait parfaitement bien. Et on a pris une mesure temporaire, parce qu'on est très attaché à la liberté d'expression, de ne pas les laisser disséminer des informations qui sont factuellement fausses. Et donc, je crois qu'il faut bien distinguer entre est-ce qu'on ferme on va dire une chaîne d'information qui fait une interprétation ou des informations neutres, ou un système systémique de désinformation. Et c'est ça qu'on a fait. Et il n'y a que deux, il y a Sputnik et RT. OK, d'accord. Richard Bell qui voulait réagir sur la première partie de sa question. Enfin, je voudrais appuyer ce que l'ambassadeur de l'Union européenne a dit, que vraiment, il faut distinguer entre des médias d'information et des médias de pure propagande. Un média d'information, il lui arrive de critiquer ses propres gouvernants
Et dans nos pays, la plupart des médias ne sont pas des médias étatiques, sont des médias indépendants, secteur privé, et ils critiquent nos propres gouvernants tout le temps. RT et Sputnik ne sont pas des médias d'information, ils sont faits pour y ressembler, mais ils sont des véhicules de désinformation et malheureusement, le régime russe est passé maître de désinformation, c'est-à-dire le mensonge calculé pour diviser et tromper. On vous a bien compris, hein. Arthur, on va continuer juste. On va faire juste une petite pause. Harry Truman. D'accord, rapidement. Oui, alors. Il n'est pas dit que l'OTAN ne va jamais intervenir pour aider un pays qui n'est pas membre de l'OTAN. Mais c'est ce qu'on a semblé comprendre lorsque vous avez parlé tout à l'heure. En Ukraine, menacée par la grande Russie, puissance nucléaire, nous avons dit que nous n'allons pas entrer en guerre en Ukraine, qui n'est pas un pays membre de l'OTAN. C'est navrant de voir ce pays souffrir comme ça, mais c'est une contribution à une possibilité de désescalade, de calmer le jeu et peut-être de mettre fin à cette agression qui n'a pas de raison d'être. Merci. On a bien compris. On va faire juste une petite pause et revenir poursuivre ces échanges. Retour donc sur le plateau d'NCI 360. Je vous donne la possibilité. Je voulais juste dire, après une intervention de l'OTAN aujourd'hui, comme pour un État membre de l'OTAN, mais ça sera une troisième guerre mondiale, on est d'accord. Parce que vous avez tous les États alors qui s'impliquent et contre la Russie et les Bélarusses de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ça? Non, personne ne veut ça. Donc on va jusqu'à où on peut aller avec des sanctions pour idéalement continuer à dialoguer et idéalement mettre fin à cette guerre sans déclencher une troisième guerre mondiale. Mais sauf qu'on a l'impression, mais on va peut-être évoluer dans les échanges, mais on a l'impression que la solution, sinon l'unique solution pour vous, c'est que la Russie revoie sa position. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas de votre côté une possibilité de revoir les termes, par exemple, de la négociation, non? Donc disons, et si la Russie n'arrête pas la guerre, envahit l'Ukraine, l'annexe, qu'est-ce qui va se passer du côté des États-Unis et de l'Union européenne? Espérons que nous n'en arriverons pas là, parce que le monde entier aura envoyé un message clair et consistant que la conquête, la création d'empires par la conquête, ça n'a pas sa place au XXIe siècle. Mais si cela se fait, eh bien, Poutine aura conquis un pays qu'il aura ruiné. Où est l'intérêt de faire ça? Où est l'intérêt pour lui d'être le plus grand tueur de Slaves depuis je ne sais pas combien de temps? Les Ukrainiens sont les frères slaves des Russes. Et vous le savez très bien, c'est l'origine, en fait, du conflit. La Russe, alors, Kiev. On va peut-être évoluer dans le débat rapidement en parlant des conséquences de cette crise, notamment pour des pays africains, puisque nous sommes en Afrique et que certains estiment que c'est un conflit qui est un peu loin de nous. Nous en veulent même peut-être ce soir d'en faire un débat sur le plateau d'NCI 360. Quelles sont les conséquences, quelles pourraient être les conséquences de ce conflit pour l'Afrique? Je pense tout d'abord, on sort d'une pandémie déjà, qui économiquement a affaibli pratiquement tous les pays au monde. La Côte d'Ivoire s'est très bien sortie, mais il y en a plein de pays en Europe qui rament vraiment pour reprendre. Là, la guerre a un impact direct sur l'économie. C'est très clair, parce que les sanctions qu'on prend nous touchent nous-mêmes aussi. C'est nos populations aussi qui sont touchées par ça. Vous avez des grands fournisseurs de matières primaires, comme l'Ukraine pour le blé, par exemple. Vous avez les hydrocarbures qui vont doubler les prix. Donc vous avez un impact énorme sur l'économie. Plus que ça dure, plus que l'impact sera là. Et donc, ça veut dire que ça affecte tout autour, tous les financements, tout ce que l'Union européenne, les Américains, je suppose aussi, peuvent se permettre de financer, mais c'est réduit parce qu'on n'a pas les fonds après. Richard Bell? Alors évidemment, il va y avoir, comme l'a dit l'ambassadeur de l'Union européenne, un impact économique sur tout le monde. L'impact économique sur la Russie est déjà très grave et ne va que s'aggraver.
Mais la grande conséquence de cette guerre dépend de comment cela se termine. Si ça se termine avec la réaffirmation de ce principe fondamental que les guerres de conquête, c'est fini, alors c'est très bien. Si, par malheur, ça devait se terminer en disant que non, on retourne à l'ère d'avant les Nations Unies, les guerres de conquête, c'est permis dorénavant, alors les pays puissants pourront se défendre, mais les pays faibles, ils auront à craindre. Et c'est ça qui rend l'enjeu très pertinent pour tous les pays du monde. Bangalé Gédéon. Oui, est-ce qu'il ne faut pas craindre un effet contraire de ces sanctions? Parce qu'on le sait déjà, il y a de forts liens de dépendance économique entre la Russie et l'Europe. Il est vrai qu'aujourd'hui, les projecteurs Vous nous ramenez un peu en arrière, là. On parle des conséquences économiques. D'accord, ok. Voilà, il est clair qu'il y a une dépendance de la Russie qui a pour premier partenaire le marché européen. Okay. Mais dans l'autre sens également, l'Europe dépend de la Russie, notamment sur la question des gaz et des hydrocarbures. Aujourd'hui, avec la situation, il y a une flambée des prix au niveau de l'hydrocarbure. Est-ce que ça ne va pas produire l'effet contraire parce que ça va permettre à la Russie de se financer à travers donc, cette flambée des prix au niveau des hydrocarbures? Parce que dernièrement, l'OPEP s'est réunie et pour les autres membres, pour ne pas froisser la Russie, ont seulement décidé d'augmenter leur production d'à peine 10%. De sorte que des prix surévalués permettront à la Russie de faire entrer de l'argent dans ses caisses avec ses autres partenaires et avoir les moyens de financer sa guerre. Donc, est-ce qu'on ne craint pas que ces sanctions-là aient plutôt l'effet contraire, d'autant plus que pour les autres sanctions qui ne concernent pas les hydrocarbures, il y a toujours des voies d'alternative. Par exemple, pour le système électronique SWIFT, il y a une alternative chinoise. Donc, pour les autres sanctions, il y a une manière de les contourner. Est-ce que finalement, on n'aura pas l'effet contraire? Il y a les paradis fiscaux. Okay. Oui, alors, d'accord. Je vais rapidement aller sur ces points-là. Vous comparez SWIFT, qui a 11 300 banques, avec le système chinois, CEPIS, je crois, qui a 75 membres. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, après, vous avez vu que le rouble a perdu 42%, vous avez vu que le taux d'intérêt est augmenté à 23%, etc. Donc, on ne peut pas dire que les mesures ne prennent pas. Les mesures prennent et ils font très très mal. Pour ne pas parler de toute la richesse des oligarchies russes en Europe, je suppose aux États-Unis et ailleurs aussi. Donc ça prend. Maintenant, peut-être la décision la plus pertinente, c'était l'arrêter le Nord Stream. Hein, parce que moi je suis allemand, c'était un projet allemand depuis des décennies, okay. Et il est arrêté. Donc ça fait très mal. Il ne faut pas craindre pour l'hiver prochain parce que les réserves seront épuisées. Et puis ensuite, parce que l'hiver prochain je crois qu'on est en train de trouver autre moyen des solutions. D'accord. Nous allons vraiment vers la fin de cette... Atou Bonga, 10 secondes. Une conséquence qui est très forte et qui est très dommageable, c'est la remilitarisation du monde. L'Allemagne, par exemple, est partie sur 100 milliards d'euros plus son pourcentage de PIB. La France, la Chine a augmenté de 2,7% de PIB. Est-ce que finalement, les dépenses sociales, les dépenses les dépenses en termes de santé seront en termes de coopération pour vous? Tout ça va partir pour une remilitarisation du monde et qui va faire que le monde sera de plus en plus facile à exploser à partir de cette guerre, à partir de cette guerre de Russie. Ça c'est encore une autre question, mais je suis entièrement d'accord avec vous. L'Allemagne, mon pays d'origine, qui a pris une décision de débloquer immédiatement 100 milliards d'euros, c'est du jamais vu depuis très longtemps. Et donc, vous avez tout à fait raison, cet argent-là, comme d'autres, l'argent qui est pour la remilitarisation, aurait pu aller dans d'autres choses. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on est en face d'une puissance qui est en train de ne pas respecter la souveraineté d'un pays et faire une guerre? Tout le monde qui est à la frontière commence à avoir peur. C'est pour ça que j'ai dit, les États qui ne sont pas encore membres de l'OTAN, ils vont vouloir devenir membres, etc. Il faut renforcer la présence militaire qui d'ailleurs était déjà fait en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, etc. Je crois que les Américains ont mis 5000 soldats en Pologne, par exemple. Donc vous avez tout ça. Et oui, c'est très triste, parce que
on aurait bien voulu éviter ça. Merci pour ce point. Nous sommes à la fin de cette première partie de ce thème. J'aimerais juste avoir vos commentaires sur un fait et je m'en voudrais de ne pas vous poser la question, notamment des ressortissants africains qui voulant sortir de l'Ukraine ont dénoncé des comportements racistes de la part des Européens. Et la question qui est sur toutes les lèvres, c'est pourquoi ce comportement raciste? Pourquoi refuser ce droit aux Africains de quitter un pays en guerre? Quel est votre commentaire sur cette situation? Vous avez 1 million de personnes qui arrivaient. Et les gens qui sont à la frontière, ils savaient que c'est les Ukrainiens. Et ils ont commencé à dire qui est ukrainien, qui n'est pas ukrainien. Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de tous les autres qui ne sont pas ukrainiens. Dans les témoignages qu'on a vus, il y avait aussi des questions de couleur. Il y avait tout. Il y avait les pays les gens du Moyen-Orient, les gens des pays asiatiques, etc. Ça durait combien? Ça durait 3 jours. Parce que oui, c'était des erreurs qui étaient faites sur une vague de gens qui arrivent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un seul qui n'a pas pu passer? Non, il n'y en a pas. Et je crois que c'est ça, la distinction. Est-ce qu'il y avait un problème? Et je pense qu'il faut le dire qu'il y avait un problème. Est-ce que ces problèmes étaient résolus? Oui, il était résolu parce que l'Union européenne a activé une directive qui permet à tout le monde de venir et à tout le monde de bénéficier de l'éducation, des droits sociaux, etc. Donc aujourd'hui, tous les Ivoiriens qui étaient là sont pu passer, tous les Nigériens qui étaient là ont pu passer, mais aussi tous les autres pays qui étaient résidents de longue durée en Ukraine ont pu passer. Et ça a pris 3 jours. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas un problème au départ. Il y avait bien un problème. Mais il faut dire, c'était résolu. Et personne n'a dit, non, on ne veut pas ces gens-là. Personne. Dès que les gens étaient au courant qu'il y avait un problème, c'était réglé. Merci, Excellence, messieurs l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur des États-Unis, d'être venus sur notre plateau. Valentin Bongeng et Bongali Gédéon, vous allez nous quitter et nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. En fait, après 2 mois de travaux, le rapport final du dialogue politique est disponible. Ce rapport comprend plusieurs recommandations. Il a été signé par les partis politiques et la société civile ce vendredi. Je vous propose ce reportage de Pierre Dippomelin et on en parle juste après. Signature du rapport final qui sanctionne les travaux du dialogue politique entamés le 16 décembre dernier à la primature sous l'œil bienveillant du Premier ministre Patrick Hachi. Travaux en atelier ont été dirigés par le ministre de l'Intérieur Vagando Diomandé avec les partis et groupements politiques d'une part et les organisations de la société civile d'autre part. Ce document est le fruit d'un consensus après les débats houleux sur la réconciliation nationale, le cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire et les mesures d'apaisement de l'environnement politique. Le Premier ministre, maître d'œuvre de cette 5e phase des discussions sur la vie de la nation, a indiqué que le succès de ce dialogue est une victoire pour la démocratie. Notre devise nationale, union, discipline, travail, qui depuis 62 ans structure notre citoyenneté et définit l'ambition politique de notre nation, ne résume-t-elle pas cet idéal absolu qui, par-delà les différences légitimes, doit toujours nous être commun, doit toujours nous dépasser pour mieux nous réunir, doit toujours nous permettre de vivre ensemble et davantage, d'œuvrer ensemble à la construction d'une nation ivoirienne prospère et solidaire? Je sais que, plus que jamais, nous sommes habités par cette vision et guidés par cette ambition. Oui, nous avons la conscience de devoir être toutes et tous de véritables ambassadeurs de paix, de réconciliation et d'unité, selon le legs du fondateur de notre nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Les signataires, toutes audiences confondues, se réjouissent de la convergence de vues sur les questions sensibles de vie du pays, débattues au cours du dialogue politique. Des décisions ont été prises en termes de recommandations et elles sont fortement représentatives des aspirations de l'ensemble de la classe politique ivoirienne et au-delà des Ivoiriens que nous représentons dans ces chapelles politiques-là. Dans un dialogue, on ne peut pas tout avoir. L'essentiel, c'est de s'entendre sur certaines bases, sur un minimum. Toujours est-il qu'il est vrai que les discussions ont été parfois très houleuses, mais nous sommes arrivés quand même à certains éléments de consensus. On sort de ce dialogue politique avec non seulement la certitude que les Ivoiriens se sont parlé entre frères,
et qu'au-dessus de nos intérêts, nonobstant nos divergences de point de vue politique, il y a la Côte d'Ivoire. Nous avons pu voir, comparativement au dialogue antérieur, qu'il y avait une convergence de vues sur les questions discutées. Nous croyons que les recommandations qui ont été retenues seront prises à bras-le-corps par les pouvoirs publics, notamment le président de la République, qui est l'initiateur de ce dialogue. Je pense que ces travaux-là peuvent aboutir à quelque chose. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Nous, on pensait à un autre mode opératoire, on pensait à élargir davantage, mais on ne peut pas tout faire et tout vouloir en même temps. Ce qu'on a obtenu aujourd'hui, ça peut sauver la Côte d'Ivoire. Le rapport final du dialogue politique est force de proposition n'étant pas exécutoire. Il sera soumis au chef de l'État et aux institutions qui devront apprécier sa mise en œuvre. Nous sommes donc de retour sur le plateau d'NCI 360 pour aborder la deuxième partie de cette émission. Nous allons décrypter les recommandations du dialogue politique, sinon de la phase 5 du dialogue politique. Et pour cette deuxième partie, nous recevons Alafé Wakili, directeur général de l'Intelligence d'Abidjan. Bonsoir Alafé. Merci d'être avec nous. Franck Etienne, journaliste et fondateur du journal en ligne Adjoua.net. J'ai bien prononcé. Merci Franck Etienne d'être avec nous. Et puis nous avons Nénébi Arsène qui est le président de l'ONG Juris Academia Crado. Bonsoir, merci d'être là. Juste à côté de vous, nous avons M. Kouma Mahamadou, qui est le coordonnateur national de la société civile. La convention de la société civile ivoirienne. Voilà, merci également d'être avec nous. Et nous allons donc décrypter cette le rapport du dialogue politique de cette 5e phase. Un dialogue qui s'est déroulé dans la courtoisie, dans la bonne ambiance, si je m'en tiens à ce qui est dit ici, à la page 3, le dialogue politique s'est déroulé dans la courtoisie, la bonne ambiance, un climat apaisé à consacrer l'accord des partis. Alors, Hassen Nénébi, vous qui avez assisté aux échanges, est-ce que d'abord c'est quelque chose que vous confirmez? Est-ce que vous pouvez nous dire si nous sommes en train d'aller vers une décrispation de la scène politique? Absolument. La façon dont les travaux se sont déroulés lors de ce dialogue politique et les conclusions de ce dialogue politique nous donnent des raisons d'espérer. Comparativement à l'un des dialogues antérieurs où la phase finale de la signature n'a pas été faite, aujourd'hui, nous avons assisté avant-hier à une signature de toutes les parties prenantes sans opposition aucune. Cela nous donne des raisons d'espérer sur la volonté des hommes politiques à aller vers la décrispation. Kouma Mahamadou? Je partage parfaitement le même point de vue. Vu la qualité des débats, vu tout le niveau d'engagement des participants, et quand on regarde le résultat à la fin, on a des raisons d'espérer que ce ne sera pas un dialogue politique de trop. Pour nous, il est essentiel parce qu'il a abouti à des conclusions qui sont rassurantes. Merci pour ces réponses et certainement que je reviendrai vers vous. Je vais me tourner donc vers mes confrères journalistes. Selon vous, quelle est la particularité de ce rapport, de cette phase 5 du dialogue politique? On est à la phase 5, ça veut dire qu'on a eu 4 autres dialogues politiques. Quelle est la particularité de cette phase 5 à la Wakili? Non, la particularité, c'est le caractère inclusif. Il y a eu plus de participants que peut-être les autres fois. Et aussi, c'est que la leçon du dialogue précédent, une leçon a été tirée qui a permis que le relevé des conclusions soit signé par tout le monde. Donc, c'est un élément important. Et moi, je veux noter au-delà de tout ce qui a été dit, il y a eu cet engagement de condamner la violence. La violence et la force, le recours à la violence pour accéder au pouvoir, exercer le pouvoir ou y rester. Et je pense que c'est un élément qui est important dans le contexte sous-régional que nous connaissons. Cela n'a pas été dit ouvertement, mais je pense que cette partie signifie que les acteurs politiques s'entendent pour dire non au coup d'État ou à tout changement non constitutionnel. Donc s'il y a cette unanimité qui est déjà intégrée dans la Constitution, c'est une bonne chose qu'il faut saluer et s'assurer que ces gens de voix aventurières-là ne se tentent pas à la classe politique. Étant entendu que souvent, ce n'est pas les acteurs politiques de la société civile qui ont recours à ce genre d'agissement pour arriver au pouvoir. Franck Etienne.
Oui, je voulais dire des raisons d'espérer, évidemment, parce que les acteurs eux-mêmes, quand ils ressortent de ces débats, ils nous disent donc leur satisfaction dans ce débat. Et après ces échanges, on a vu par exemple un élément sur votre chaîne où des partis politiques ont animé une conférence de presse pour se prononcer, pour dire que c'est bien passé. Donc on a vraiment des raisons d'espérer. Mais à ajouter à ce que Alafé a dit tout à l'heure concernant la condamnation donc, des formes de toutes les formes de prise de pouvoir par la violence, il y a un autre élément qui est important, c'est que ce dialogue aussi a consacré le bon fonctionnement des institutions de la République. En tout cas, quand vous lisez dans l'introduction, déjà on dit le dialogue politique qui s'est déroulé dans la courtoisie, la bonne ambiance et un climat apaisé a consacré l'accord des partis sur le fonctionnement normal de l'État. Et de ces institutions. Ça veut dire que ce dialogue ne se déroule pas parce que l'État était, je vais dire, défaillant. Voilà. Donc ça, c'est déjà bon de reconnaître les instruments de l'État pour pouvoir régler certainement des problèmes qui pourraient survenir. Achibanga. Oui, c'est une très très bonne chose qu'on ait ces conclusions et qu'on ait cette ambiance. Moi, c'est assez intéressant. Je vais devoir quand même... pour le Premier ministre Patrick Hachi, c'est quelque chose d'important parce que ça fait bientôt 1 an qu'il a la manette et on recherche un peu la patte Patrick Hachi. C'est pratiquement l'heure du bilan pour lui. Et je pense que ça va peser en faveur de ce qu'il a pu faire parce que c'est, comme il a dit, la première fois à la fin des dialogues politiques, on revient sur l'ambiance, on revient sur tout ce qui a été signé. Ça montre qu'il a su mener avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, le général Bagondo, ce bon dialoguer, c'est très bien. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que faut transformer l'essai, notamment sur certaines questions. Il y a des trucs évidents, fonctionnement, non-violence, etc. Mais il y a 2 questions qui vont nous emmener à réfléchir, notamment le gouvernement, la composition de la CEI, la réforme de la carte électorale. Ils se sont engagés à poursuivre là-dessus. Donc aujourd'hui, il faut que le Premier ministre ramène maintenant au président de la République qui lui va pouvoir arbitrer et donner des indications importantes. Troisième chose qui est importante, ils l'ont souligné, et je pense que c'est très bien pour apaiser. Vous voyez qu'on voit nos hommes politiques de cette façon, calme, tranquille, souriant, c'est bien. Ils ont reparlé de cette négociation entre le président de la République, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Ce serait bien d'avoir des images comme ça qui vont apaiser, qui vont donner beaucoup plus d'espoir. Merci Achille. Je vais me tourner vers Nenebi qui veut réagir, mais je vais profiter pour poser ma question. Lors des échanges, on avait 3 thématiques. Donc l'apaisement de l'environnement politique, la réconciliation nationale et puis le cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. Concernant l'apaisement de l'environnement politique, il est noté que 14 points ont été débattus. Cependant, au niveau des recommandations, on a 3 recommandations. Qu'est-ce qui explique cela? Permettez-nous de comprendre. Donc. Merci. Tout d'abord, je voudrais rapidement revenir sur la question précédente au titre des particularités de ce dialogue politique. Ce qu'il faut indiquer, c'est que les thématiques débattues n'ont pas été imposées par l'État ou par le gouvernement. Le gouvernement a laissé la latitude à toutes les parties prenantes de faire des propositions de thématiques. Et sur la base de ces propositions, l'occurrence des propositions de thèmes a justifié celles qui ont été retenues. De sorte que les thématiques qui sont revenues à 50% de propositions ont été inscrites au menu des questions à débattre. Tout à fait. Et bien sûr, dans les échanges, au titre des recommandations, les points que vous avez évoqués qui n'ont pas été adoptés sont des points qui n'ont pas fait l'objet de consensus pendant les négociations. Non, on n'était pas là lors des débats. On veut comprendre. On a 14 points débattus. On a 3 recommandations sur ce point. Comment Mahamadou, vous voulez... Alors, mais toujours sur... Allez-y. Sur ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au nombre de ces 13 points débattus, de ces 14 points débattus, certaines ont fait déjà l'objet d'échanges antérieurs lors des dialogues passés. Ensuite, quand je prends par exemple la question de l'annulation de l'ordonnance numéro 2011 portant annulation d'actes réglementaires individuels pris depuis le 4 décembre 2010,
Cette mesure, de mon point de vue, d'un point de vue, n'a pas été retenue pour des raisons purement juridiques. Reconnaître cela va nous amener à reprendre le débat de qui a gagné les élections de 2010. Pourquoi? Parce que c'est des actes qui avaient été pris par le président Laurent Gbagbo notamment pendant la période de la crise post-électorale. Reconnaître, par exemple, annuler l'ordonnance d'annulation reviendrait, par exemple, à consacrer que les personnes qui ont été nommées par le président Laurent Gbagbo durant cette étape-là doivent être reconnues comme telles, et cela peut avoir des incidences juridiques et financières. En effet, contraire. À la fin. Mais dans les recommandations aussi, dans les conclusions, il a été dit que certains des points de discussion ont fait l'objet d'explications par le gouvernement et ils ont été considérés comme des prérogatives gouvernementales et auraient connu des accords. D'accord, ok, merci. Oui, monsieur. Justement, je pense qu'il faut prendre en compte le postulat de base à partir duquel les discussions ont commencé. On a reconnu que l'État, il y a un fonctionnement normal de l'État. L'ensemble des questions qui ont fait l'objet de débat, il y a plus de 33 questions qui ont fait l'objet de débats. Mais à la fin, vous avez vu qu'on n'a que 11 ou 12 recommandations. C'est dû au fait que les questions qui ont été débattues, ce sont des questions qui peuvent être réglées par les institutions de l'État, par les services, par les démembrements de l'État. Donc on n'a pas jugé nécessaire de le formuler comme recommandation. Je prends un exemple, la question concernant la société civile. Nous avons estimé que, vous avez vu que dans les questions débattues, il a été indiqué clairement l'octroi d'une subvention à la société civile pour tout le travail citoyen qu'il fait. Tout à fait. Et pour tout l'investissement social qu'il fait. Mais on a estimé que la loi sur la société civile, qui sera portée par le ministère de l'Intérieur, allait régler la question, dans la mesure où, une fois la loi adoptée, cette loi disposera du mécanisme d'éligibilité à cette subvention. Ça n'a pas été mis Donc dans on n'a pas jugé nécessaire de le mettre au titre des recommandations. Ok, Franck Etienne. Justement, je voulais revenir sur cette petite partie. Quand on parle donc de postulat de départ, c'est-à-dire que le non-affaiblissement, on reconnaît bien le non-affaiblissement donc des institutions de l'État, c'est ce qui m'amenait à dire dès le début de ce dialogue-là que je n'en voyais vraiment pas l'opportunité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout à l'heure, le président, il essaie quand même de dire que des points ont été débattus, ont été ramenés aux institutions de l'État, mais quand on regarde même dans les recommandations, toutes les recommandations ont quasiment été ramenées aux institutions de l'État. Parce que quand on parle de revoir le redécoupage électoral, mais la loi électorale prévoit cela. Quand on parle donc de financement des partis politiques, je veux dire, les institutions de la Côte d'Ivoire, je veux dire, la loi prévoit tout ça. Donc je veux dire, ce dialogue-là, pour moi, il devait aller un peu plus loin. Il devait aller un peu plus loin en posant réellement les problèmes qui emmènent les Ivoiriens à s'entredéchirer. Par exemple, parce que les problèmes politiques sont la résultante souvent de problèmes sociaux. Voilà, sont la résultante de problèmes sociaux. Ce qui se passe à Daoukro en août 2020, où on décapite quelqu'un, je veux dire, ça va au-delà du financement des partis politiques. Ça va au-delà. Achibanga. Non, je pense que les problèmes ont été abordés. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout, ils ont été abordés. Quand on parle de Daoukro, de tous les événements, c'est autour de quoi? C'est autour de la commission électorale, c'est autour de l'organisation des élections. Voilà. Donc quand on parle, on s'engage à continuer à discuter de la commission électorale en gardant les principes de son mécanisme, c'est-à-dire autonomie, équilibre, etc. Peut-être qu'on n'a pas signé l'accord pour dire X, Y, Z rentrera dans la commission électorale, mais on recommande au gouvernement d'ouvrir, parce que ça, c'est la tâche du gouvernement. Le dialogue ne va pas se substituer au gouvernement, au Parlement. Sur le découpage électoral, bien sûr, ça veut dire qu'on est d'accord qu'il y a un souci dans le découpage électoral qu'on a aujourd'hui. On est d'accord qu'il peut être amélioré parce qu'il y a des évolutions démographiques, parce qu'il y a des évolutions sociologiques. Mais ce n'est pas au dialogue politique de dire ici on aura 2 députés, 3 députés. On ramène ça à l'État
qui va travailler, qui va proposer une question loi. technique. Voilà. Mais je suis d'accord, mais une question de relance. C'est-à-dire que si on ramène tout ça à l'État, donc pourquoi n'avoir pas laissé l'État travailler depuis longtemps? Parce que c'est important de dialoguer, c'est important d'avoir... Oui, c'est toujours important de dialoguer, mais bon. Je réponds, c'est parce que c'est important d'avoir un signal aux populations, c'est important d'apaiser, c'est important d'entendre ce que veulent les gens. Ça, ce sont les conclusions. Bon, peut-être ceux qui ont participé pour nous rendre dans l'État, mais moi, j'estime que chacun a pu dire, moi, je pense qu'ici, on peut avoir X, Y, Z, et que tout ça, le gouvernement va reprendre. Parce que le dialogue n'enlève pas au gouvernement ni au Parlement leurs prérogatives. Merci Arthur. On va donc leur permettre de nous en dire davantage. Nénébi, ensuite... Je voudrais dire simplement que je ne partage pas le point de vue de notre frère qui a indiqué que ce dialogue n'était pas opportun. Le fait que le gouvernement existe, le fait que les institutions de l'État fonctionnent, ne signifie pas que l'État puisse entendre ces populations. Le droit à la participation l'exige. Le droit à la participation est un droit de l'homme et l'État de Côte d'Ivoire est un État qui reconnaît les droits de l'homme dans sa constitution, dans des lois et des traités internationaux auxquels il a librement souscrit. Le fait que l'État appelle l'opposition et des organisations de la société civile montre quand même que cet État est disposé à écouter sa population et à prendre en compte les aspirations de... Mais quand vous dites que les questions qui entraînent les violences électorales n'ont pas été débattues, non. Le premier point des recommandations, l'engagement des acteurs politiques à se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir. Non, mais là, on parle d'accession au pouvoir. On ne parle pas du quotidien des Ivoiriens. Vous avez dit tout à l'heure que les questions qui nous emmènent dans les violences n'ont pas été abordées. Ça, c'est parce que ça a été abordé que les politiques se sont engagés à renoncer à cette voie de violence qui endeuille quotidiennement la Côte d'Ivoire lors des Merci Hassan Nénébi. Moi, je pense que le plus important, c'est le fait qu'on ait institué ce cadre d'échange. Vous savez, se parler est extrêmement important. Les psychologues disent qu'il suffit de se parler pour éteindre le feu. Alors, permettre aux acteurs majeurs de se parler, ça permet vraiment d'avancer. Et s'il y a eu un dialogue 5, ça veut dire qu'il y a un dialogue 1, 2, 3 et 4. Et le dialogue, il est itératif, il est interactif et par essence, il est dynamique. Il pourrait avoir un dialogue 6 et c'est important qu'il y ait de perpétuer ce cadre d'échange. Très bien. À la fin, je ne sais pas ce qui est devenu la question du Conseil constitutionnel. Ça n'a pas été évoqué. Bon, ça a dû être mis dans la liste des prérogatives de l'État, de la gouvernance régulière. Il y a des choses à faire, mais il faut dire que ce fut un grand moment de débat et de polémique. Voilà. Mais cela dit, moi, je pense que je ne suis pas pessimiste, comme lui, ou insatisfait. Oui, quelquefois, on a envie de dire, mais tout ça pour ça, tout ce bruit pour ça, parce que oui, c'est beau. Il y a eu un accord, on peut être insatisfait parce qu'ils auraient pu se séparer et puis la tension continuait. Mais il y a 2 ou 3 semaines, avec la question du Conseil constitutionnel, on pensait qu'on était parti pour une grande crise. Si pour une fois, la classe politique est d'accord, si les gens qui mettent le feu au pays sont d'accord, pourquoi s'inquiéter? Oui, voilà, je ne vois pas. La société civile, celle qui peut parler, protester, dire non, ça ne va pas. Les acteurs politiques, ceux-là qui peuvent prendre les rues pour dire ça ne va pas, on n'est pas content, ils se sont entendus pour dire que les Ivoiriens vont vivre un apaisement, une situation de paix à travers un comité de suivi qui va appliquer les résolutions, les recommandations. Je pense qu'il ne faut pas être satisfait pour l'instant et puis être pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. D'ailleurs, moi, j'ai salué l'ambiance. Je ne suis pas pessimiste. Mais j'ai dit qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on pose le problème réel des Ivoiriens. C'est-à-dire que, normalement, dans un pays, pour moi, dans un pays, l'opposition s'oppose. Le pouvoir, je veux dire... L'opposition s'oppose à tout. Parce que quand on le dit dans le dialogue politique, des sujets ont été proposés et débattus.
quand je dis ça comme ça, c'est l'opposition interpelle sur certains sujets. Vous avez le sentiment que l'opposition n'a pas interpellé dans ce cadre-là? L'opposition pouvait interpeller sans aller, je veux dire, sans qu'on ait ce théâtre. Ce dialogue, c'est pas un théâtre, Franck Etienne, c'est pas un théâtre. Non, ce théâtre, je parle de théâtre en tant qu'espace. D'accord. Je parle de théâtre en tant qu'espace. Je ne dis pas que c'est mauvais qu'on se retrouve dans le dialogue. Je parle de théâtre en tant qu'espace. Mais je vais dire simplement qu'on pouvait dire recomposition de la CEI, c'est-à-dire que l'opposition peut faire des meetings pour parler de ça. Pas besoin d'aller... Mais si l'opposition répond à Tchibanga... Pourquoi on n'était pas dans une situation normale. Quand on sort d'une élection avec 85 morts, on ne peut pas fonctionner comme si les choses allaient normalement. C'est pour ça qu'on est... Non, mais les conclusions disent que... Merci de laisser Achu terminer, Franck. On va les laisser terminer. Dans quel contexte on met ce dialogue? On estime que la situation est partie au-delà de ce qu'elle devait être. Il faut ramener la balle au centre, il faut créer le cadre. Donc on discute. D'abord, on a l'avantage d'apaiser. On a l'avantage de fixer des cadres communs. Mais ça ne tue pas le débat politique. On va tous s'ennuyer aujourd'hui. Je pense qu'on va fermer l'émission d'ailleurs s'il n'y a plus d'opposition qui s'oppose. Non, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, mais on a donné un cadre où on est tombé d'accord sur cette base, et cette base pourra nous permettre de faire de la politique sainement. Parce que imaginez-vous que vous partez faire un meeting, qu'au retour, vous êtes lapidé, vous êtes frappé, vous êtes emprisonné. Voilà, vaut mieux qu'on mette ensemble les règles, qu'on va respecter tous, plus de violence, cadre de débat, cadre de discussion. À partir de ce moment, celui qui n'est pas d'accord va dire qu'il ne sera pas d'accord. Si demain le gouvernement dit à la suite du dialogue politique, voilà la proposition que je fais pour un nouveau découpage électoral, par exemple, si les gens qui ne seront pas d'accord ne vont pas se taire parce qu'il y a un dialogue politique, ils vont contester dans la façon la plus classique de contester dans un système politique. Mais quand on sort de 85 morts, il faut quand même apaiser la situation. Et moi, je réitère mes félicitations au gouvernement, au Premier ministre Patrick Kachi et à son ministre de l'Intérieur pour avoir porté, et à toute la classe politique d'ailleurs, pour avoir travaillé dans cette ambiance, y compris mes deux voisins. Merci à Tchibanga. Il faut peut-être... préciser que le but de l'échange de ce soir n'est pas de remettre en cause le dialogue politique, mais plutôt de permettre aux téléspectateurs de comprendre les recommandations qui ont été faites et l'ambiance qui a prévalu. Moi, j'aimerais qu'on puisse partir un peu plus en profondeur dans le contenu, notamment des points débattus. Et je reviens toujours aux recommandations. Je regarde les points, je regarde les recommandations et je me rends compte qu'il y a un point qui a été débattu, qui est un sujet certainement qui va faire réagir à Tchibanga, qui est la limitation d'âge à l'élection présidentielle, qui faisait partie des points débattus, mais qu'on ne retrouve pas dans les recommandations. Est-ce que ça n'a pas été jugé important, majeur, au point d'en faire une recommandation? Comment c'est intitulé le point? Qui l'a proposé ici? Non, il n'y a pas de précision sur les propositions, mais c'est mis au titre du cadre juridique, les points qui ont été débattus. C'est tellement la société civile qui voulait une limitation. Au niveau 10, vous avez la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle et j'aimerais avoir donc l'ambiance qui a prévalu lors des échanges à ce niveau-là. Ça fait partie des propositions de la société civile. Voilà. Nous avons estimé qu'objectivement, il était bon de limiter l'âge. Curieusement, ça n'a pas été l'avis des partis politiques. Tant mieux. Tous les camps. Tous les camps. C'est curieux. Tant mieux. Voilà, tant mieux. Tchibanga, on connaît votre position. On connaît votre position. On connaît votre position sur le sujet. Le plus important, c'est vraiment d'aller à la paix. Vous savez qu'en la matière, la société civile est très critique. Mais si nous nous réjouissons de cet accord, si ça peut nous envoyer à la paix n'a pas de prix. Le plus important pour nous, qu'ils s'entendent. Et nous devons faire face à un certain nombre d'enjeux. Les enjeux de développement, les enjeux sécuritaires. Et si on peut créer un espace de paix, un environnement apaisé, pour pouvoir nous occuper de toutes ces questions, je crois que c'est ça l'essentiel. Nous sommes là pour défendre l'intérêt des populations. Toutes les initiatives publiques ont pour but le bien-être des populations. D'accord, merci. Arsène Nenebi, ensuite les journalistes. Effectivement, soutenir ce qu'il a indiqué en disant que c'était une des propositions phares de la société civile. Et nous avons pu noter que, curieusement, la classe politique dans... Mais pourquoi curieusement?
Oui, je vais expliquer. Il va terminer. Dans tous les cas, on connaît votre position. Pour la simple raison que tous les leaders politiques de la Côte d'Ivoire, 3 grands partis politiques, ont à un moment donné souhaité cela. Et les vidéos d'expression de cette volonté de leur part est connue. Qu'aujourd'hui, eux tous, sans exception, disent qu'ils ne veulent plus de limitations. Ce que moi, je souhaite, c'est qu'ils soient conscients des conséquences de cela. Lesquelles? Les conséquences, mais je vais m'expliquer. La conséquence, c'est qu'il y a de fortes chances que nos 3 grands leaders se retrouvent aux élections. Je ne vais pas indiquer que ce n'est pas le droit, je suis défenseur. Allez-y, Hassan Denebe. Atou Bonga, merci de le laisser terminer. Vous aurez votre temps de parole. Ce qui va se passer, c'est que ça va, de mon point de vue, susciter certains débats. Rappelez-vous que l'actuel président de la République a été candidat à l'élection précédente. Et si on s'en tient à la Constitution, si on s'en tient à la décision du Conseil constitutionnel, à l'analyse à l'interprétation des dispositions de la Constitution, le président actuel aura le droit de briguer un 3e mandat si les 75 ans... Un autre mandat. Un autre mandat, bien sûr. Voilà. Si ces 75 ans ne sont pas indiqués. Donc tous ceux qui ont souhaité qu'il n'y ait pas cette limitation, j'espère qu'ils ne vont pas se baser sur cela pour le regretter et servir encore merci à Hassan Denebe. Merci à Hassan Denebe. On comprend bien. Atou Bonga et ensuite Franck Etienne. Je suis très heureux que le dialogue politique ait rejeté en bloc cette proposition qui viole les droits. Ça, on le sait, on le savait, on connaissait votre position. Pour être plus serein, mais comme il a dit, il ne faut pas chercher des problèmes supplémentaires. Si limiter l'âge va nous créer des problèmes, et je pense que ça va nous en créer, ce n'est pas la peine. Il faut mieux nous concentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, comment faire pour appliquer certaines propositions, par exemple autour de la CEI, autour du code électoral, autour du renoncement à la violence politique, ces propositions-là qui vont permettre d'apaiser et de clarifier définitivement la vie politique. Je pense qu'il faudrait qu'aux prochaines élections, on puisse aller tranquillement et revenir tranquillement. Ce serait une vraie victoire pour la Côte d'Ivoire qu'on réussisse à le faire. D'accord. Franck Etienne et ensuite Alafé Wakili qui certainement aura le dernier mot parce qu'on va vers la fin. Comme je sais qu'on tire quasiment à la fin de l'émission, je voulais juste préciser que je ne suis pas rabat-joie du tout. J'ai aimé donc, le dialogue politique, j'apprécie donc, toute la démarche, j'ai félicité le gouvernement pour cela. Je me suis juste posé des questions. Voilà, je me pose juste des questions sur l'après. Parce que j'estime que ces problèmes qui ont été soulevés, les recommandations qui ont été faites, ne sont pas suffisantes vraiment pour régler totalement les problèmes des Ivoiriens. D'accord. Parce que les problèmes des Ivoiriens sont totalement ailleurs. Cet avis est bien noté. Les Ivoiriens ne sont pas dans le financement des partis politiques. Les problèmes des Ivoiriens ne sont pas dans on ne va pas refaire le débat. On ne va pas refaire le débat parce qu'on sait que des propositions de thèmes ont été faites pendant ce dialogue et ces thèmes ont été débattus. Donc on comprend bien votre position. Merci pour la clarification. Voilà. Oui, Alafé Wakili sur la question de la limitation d'âge. La question de la limitation, je vais déjà dire que le député, le parlementaire Saleh Timoko, initiateur de la proposition de loi, a déjà renoncé à déposer cette proposition cette année, 2022. Il avait annoncé ça pour avril, dans un mois, mais il a déjà annoncé qu'il différait, il reportait. Sans doute était-il informé de ce qui se passait dans le dialogue politique. Je voulais aussi noter que à l'avenir, certainement, le gouvernement devrait sans doute songer à élargir au niveau de la société civile et peut-être des autres partis l'assiette des participants à ce dialogue politique à élargir à la société civile sous toutes ses formes, mais aussi, je ne sais pas si dans la société civile, il y avait la société religieuse et traditionnelle, qui ont été cités comme des solutions à nos crises. Comme des modes alternatifs. Comme des modes alternatifs. Mais ils doivent y participer pour qu'on ait un mini-air de conseil, de dialogue, voilà, un mini-air de plus d'inclusivité. Voilà. Ben, je pense qu'il existe déjà des mécanismes d'échange. Ça n'empêche pas qu'ils participent par exemple le chef roi. Oui, et puis les chefs religieux aussi. Le directeur de la Chambre des rois et chefs. Peut participer au dialogue. D'accord. Merci, messieurs. Merci donc pour tous ces avis-là. On prend bien note. On va passer maintenant au carton de la semaine.
On les prend, c'est ça? Oui. Voilà, donc les cartons de la semaine. Vous avez la possibilité de donner des cartons à des sujets que vous allez choisir librement. Le premier sujet que je vais vous donner, par contre, c'est l'Assemblée générale de la FIF, les tests. Le week-end dernier, on a assisté, on va vers la fin de la crise au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Quel est le carton que vous donnez à cette AG? Atubanga, on commence par vous. D'accord. Carton vert parce que ça sent la fin de la normalisation. Donc, carton vert parce que ça sent la fin de la normalisation et c'est tant mieux. Le régime de normalisation, c'est comme un régime de transition. C'est pas à lui de gérer le quotidien. Il faut qu'il parte. Arsène Elébé? Moi, je vais... Ah, OK. Comme vous carton vert également à ce comité de normalisation. Mais en même temps, si vous permettez... Je veux également donner le carton rouge à tous les responsables du sport en Côte d'Ivoire qui sont en train de mettre M. Gogo Sylvain dans une situation qui viole l'un de ses droits fondamentaux. Bon, d'accord. On ne va pas faire ce débat. Alafé Wakili. Moi, c'est bien ce qui est fait, mais j'attends le 23 mars pour donner le vert. En attendant, je donne le jaune. OK. D'accord. Pareil pour moi, je donne le jaune. Parce que je sens que les gens n'ont pas été totalement francs. Voilà, non, on les a vus venir, hein, le quitus donné, ceci, cela. On sent que... donc, on attend le 23. Merci. Ben, moi, c'est le carton vert. Carton vert parce que j'estime que la dynamique pour aller vers la résolution finale se dessine. Le carton vert. D'accord. Donc, nous sommes à la fin de l'émission. Je vous donne l'opportunité de donner un carton à une situation de votre choix. Atubanga. Carton vert au président Alassane Ouattara, à toute la diplomatie ivoirienne pour son positionnement clair contre l'invasion de l'Ukraine. Je pense que bravo à la diplomatie ivoirienne qui s'illustre très bien ces derniers temps, que ce soit contre les putschistes, contre l'Ukraine, et rapidement notre carton vert au Premier ministre Patrick Hachi. Ah, ça fait 2 cartons. On va mener de bonne foi ce dialogue politique. D'accord, merci. Kouma? Ben moi, le carton vert à la classe politique, au président de la République et à l'ensemble des leaders des partis politiques pour la maturité dont ils ont fait preuve pendant ce dialogue politique. Arsène Enebi. Carton vert au président de la République qui a pris l'initiative de cette 5e phase du dialogue politique, à tous les acteurs politiques et à la société civile qui ont compris que le dialogue est le médicament de la crise et qui ont compris également que le dialogue permanent est le vaccin du conflit. Alafé Wakili. Carton vert pour 3 sujets, hein, permettez. Le dialogue politique, oui, comme les autres. Carton vert également pour le massacre qui s'est ouvert. Et puis carton vert pour tous ces hommages au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ça fait 1 an. Et merci à tous ceux qui pensent encore à lui à cette occasion. Bon, les 2 cartons verts ont été repris. Donc, carton vert au Premier ministre pour la conduite du dialogue politique. Avec son tempérament, je pense qu'il a bien conduit les affaires. Aujourd'hui, tout le monde est content, tout le monde a signé. Et carton vert vraiment pour l'hommage au Premier ministre Ambak. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau d'NCI 360. Moi, j'aurai un carton vert et j'aurai toujours un carton vert pour tous les téléspectateurs de NCI, tous ceux qui suivent NCI 360, qui suivent nos programmes. Merci d'être encore là ce soir sur notre chaîne. Nous sommes donc à la fin de cette émission et j'aimerais préciser que le dimanche prochain, l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire sera notre invité sur la crise ukrainienne. Merci d'avoir suivi cette émission. Demain, vous retrouverez Mélina Makissi dans le 19h50. Très bonne suite de programme sur notre chaîne et surtout, prenez soin de vous.